parler de l'agroécologie biologique et paysanne, de la souveraineté alimentaire et de leur influence sur les systèmes alimentaires, écologiques et sociaux. On a invité Rebecca Fraser-Chiasson de la coopérative Ferme Terre Partagée située à Rogersville, Nouveau-Brunswick. Diplômée en mondialisation et justice sociale, l'agriculture est bien plus que semer, désherber et récolter pour Rebecca. Sensible aux différentes réalités et aux injustices dans le monde, elle n'est jamais trop occupée pour s'impliquer dans la communauté. Elle est passionnée par la souveraineté alimentaire et le partage des connaissances. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Rebecca. Merci, Maïna. J'espère que tout le monde m'entend. Puis sinon, faites-moi signe, mais surtout, écrivez-le dans le chat. Je vais essayer de garder un œil ouvert sur la discussion. Puis comme j'ai dit à Maïna puis aux autres, j'espère qu'on puisse avoir une conversation. Puis je me suis déjà infiltrée dans un des breakout rooms pour voir un petit peu qui était là, puis qu'est-ce qui était. Puis c'est vraiment impressionnant. C'est toujours impressionnant dans des espaces comme ceci, toute la diversité d'expériences puis de connaissances. Fait que je me sens toujours pas à la tâche, pas à la hauteur de la tâche de présenter. Puis j'espère pouvoir gagner de vos expériences puis de vos connaissances aussi. Ça me fait un peu drôle d'être ici dans le programme de mentor communautaire en alimentation parce que il y a 10 ans, un peu plus que 10 ans, je travaillais pour le réseau d'inclusion communautaire, un groupe de réseau qui existe encore, mais qui était commencé autour de 2012, qui faisait partie de la stratégie de réduction de la pauvreté du gouvernement provincial. Puis l'objectif, c'était un peu de donner des ressources dans les communautés, dans les régions pour identifier qu'est-ce qu'étaient les priorités locales. Puis comme vous pouvez imaginer, la sécurité alimentaire ressortait peu importe où les gens habitaient. Puis c'est là qu'on commence, je pense, commencer un peu le programme de mentor communautaire en alimentation. Puis j'ai aidé à coordonner puis à trouver les gens pour donner les formations dans la région de Miramichi puis les environs. Fait que c'est cool de maintenant en faire partie un peu puis de voir à quel point ça a évolué puis tout ce volet plus politique puis un questionnement, une réflexion plus poussée sur l'alimentation puis pas juste les nutriments puis les vitamines puis le guide alimentaire qui est tout évidemment très important puis pas juste les programmes puis nourrir des gens, que ce soit à travers des banques alimentaires puis des cuisines collectives qui est clairement très important, mais aussi tout ce qui est derrière au niveau de la production, au niveau de la santé des sols, des communautés, des humains. Fait que c'est un peu ça que moi, je veux essayer d'amener du côté agricole puis agroécologique. Je vais vous partager quelquefois mon écran, comme maintenant, juste pour parler un petit peu de qu'est-ce que je fais maintenant, où est-ce que j'habite, qu'est-ce qui est la ferme terre partagée. Je ne vais pas faire ça pour trop longtemps. OK. Puis là, vous devriez être capable de voir juste le site web de la ferme. Fait que ça vous donne juste... Ceci, c'est en fait 2 ans passés, le vidéo que vous voyez, mais presque exactement au même temps de l'année, le temps des dernières récoltes. Aujourd'hui, c'est notre dernier panier. En fait, disons, pilier central de notre ferme, c'est les paniers bio d'agriculture soutenus par la communauté. Vous connaissez peut-être ce modèle-là où ce que les gens s'inscrivent pour une saison au complet, puis on livre un panier de tout ce qui est en saison pendant 18 semaines. Aujourd'hui, juste après ceci, on s'en va à Moncton faire la 18e semaine de panier. C'est à peu près ça que les champs ressemblent encore avec un engrais vert qui a été planté, mais aussi toutes les dernières carottes
à sortir du champ, puis les oignons à faire sécher. Puis, fait on est une ferme. Sur notre logo, ça dit établi en 1886, mais c'est un peu, c'est pas nécessairement tricheur, mais c'est à ce moment-là que mes ancêtres sont venus du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse pour s'établir ici à Rogersville, qui est, si vous ne connaissez pas, entre Miramichi puis Moncton, à peu près 100 km au nord de Moncton. Puis moi, j'ai grandi sur la ferme ici, mais pas à faire les productions qu'on fait aujourd'hui. Mon père a été agriculteur toute sa vie, puis il fait encore de l'élevage de porc puis de bœuf. Puis il a fait pendant longtemps, Rogersville était connu comme la capitale des choux de Bruxelles à un certain point. Fait qu'il a fait aussi beaucoup de production de légumes en tant que grande culture. Il y avait des centaines d'acres en choux de Bruxelles, puis après ça, en autre culture légumière dans les environs, mais il y avait une grande coopérative de producteurs qui dépendait beaucoup sur un acheteur qui était McCain's Frozen Foods, puis qui a vraiment laissé tomber la région quand ils ont pu avoir des meilleurs prix ailleurs. En gros, c'est ça. Fait que moi, j'avais pas l'intention de faire de l'agriculture. Je suis partie étudier en justice sociale et mondialisation à l'Université Saint-Thomas. C'est ça qui m'a ramené. C'était peut-être certaines des mêmes questions que vous, des réflexions que vous avez eues pendant vos sessions sur la justice alimentaire, sur qui a accès à une saine alimentation, sur la souveraineté alimentaire, le fait de ne pas juste produire ou d'avoir accès à une alimentation, quelle que soit son origine ou sa production ou son impact sur ceux qui la produisent ou sur les sols qui la produisent. Fait que je suis revenue en 2012 pour faire un petit peu d'agriculture. C'était quelque chose, c'était pas très réfléchi comme solution globale. C'était j'ai fait quelques projets pendant que je travaillais aussi en développement communautaire. Puis là, en 2014, on a commencé le programme de panier bio. Puis là, ça requiert un investissement pour moi à temps plein et plus. Puis, en 2018, on est devenu une coopérative de travailleurs. On est 4 membres qui travaillent sur la ferme. Puis, l'objectif, c'est de ne pas avoir juste comme une descendance de génération en génération par la lignée, disons, par la famille, mais de s'ouvrir à d'autres personnes, dont un de nos membres, Pierre-Olivier, qui est venu du Québec pour faire de l'agriculture en tant que projet collectif, coopératif, mais aussi pour avoir accès à certaines des ressources qu'on avait ici, comme des terres, comme des connaissances, comme de l'équipement ensemble. Si vous avez des questions plus tard, vous pourrez les demander par rapport à ça. Mais ça, c'est un peu, en gros, qu'est-ce qu'on fait à la ferme. I guess, comme j'ai dit, on fait des légumes maintenant. On continue aussi de faire de l'élevage, des dindes, porc, poulet et bœuf et des poules pondeuses. Puis d'offrir une diversité de produits dans la région de Moncton, Rogersville et Bathurst. Là, j'ai eu la chance de discuter un peu ou d'entendre vos discussions sur le guide d'action climatique. Puis j'ai pas d'expertise vraiment sur les changements climatiques à vous offrir. Mais je pense que puis ça c'était dans le guide, vous savez aussi que l'agriculture est quand même à la source, que ce soit au Canada ou dans le monde des émissions de gaz à effet de serre, à cause de transport, à cause de pesticides et de fertilisants azotés qui sont utilisés dans le sol, à cause de labour des sols qui laisse aller du carbone. En fait, au Canada, on parle de comme 12%
des émissions qui seraient liées à l'agriculture, puis dans le monde, jusqu'à 26%. Ça, peut-être que c'était dans le guide, je m'en souviens plus. Mais ce qui est prometteur, c'est que ça peut aussi être une importante source d'atténuation des changements climatiques. Puis, juste pour parler un petit peu plus de ça, je voulais montrer un petit vidéo, puis pour donner un vrai défi à nos interprètes, c'est aussi en français, mais c'était juste pour faire un peu le point que même une des productions qu'on considère comme les plus néfastes au niveau des changements climatiques puis de l'environnement, qui est la production du bœuf, peut même, sous différentes régies de production, avec une réflexion sur pourquoi on produit, peut quand même être source d'atténuation des changements climatiques. Fait que je vais essayer de mettre cette petite vidéo, puis après, on pourra en reparler aussi. Est-ce qu'il faut que je repartage mon son? Probablement, hein? Okay. Le son, c'est une bonne idée, oui, mais on voit bien ton écran. OK, je vais essayer ça. Les vaches sont une des choses pour combattre le changement climatique. On ne peut pas manger du bœuf à la quantité qu'on fait présentement. On le vit sur le gras de la terre les dernières 50 années. Le fat of the land, là, ça n'existe plus. On le sait, le bœuf, c'est polluant. Les Canadiens produisent 716 millions de tonnes d'équivalent CO2 par année. On estime que 12 % est attribuable au secteur agricole si on considère les combustibles fossiles utilisés par l'industrie. Le tiers des émissions de l'agriculture provient du méthane émis par les ruminants qui digèrent. Pour produire 1 kg de bœuf vivant au Canada, on va générer l'équivalent de 10 kg de CO2. C'est 5 fois plus que pour le porc, 10 fois plus que pour le poulet. Sachant ça, est-ce que c'est possible de manger du bœuf sans se sentir coupable? La majorité des bovins au Québec sont nourris avec des céréales comme le maïs. Le grain, c'est plus calorique que l'herbe, donc les vaches grandissent plus vite. Au Québec, 90 % du grain qu'on produit est destiné aux animaux. Plusieurs producteurs de grains vont labourer leurs terres, et quand on laboure, le sol va rejeter du gaz carbonique dans l'atmosphère. Beaucoup utilisent des engrais, comme l'azote, pour enrichir leur sol. Et quand on utilise trop d'azote, les micro-organismes du sol se mettent à produire du protoxyde d'azote. Ça, c'est du gaz hilarant. Mais dans ce cas-ci, c'est pas drôle. Le protoxyde d'azote, c'est 300 fois plus puissant que le gaz carbonique en termes de réchauffement climatique. On est présentement en route vers Saint-André-Avelin. Ça, c'est en Outaouais, pour ceux qui ne savent pas c'est où. On s'en va rencontrer Paul Slum, qui est un éleveur. Il produit du bœuf en pâturage. Il dit que son bœuf est tellement performant qu'il serait même carboneutre. On sent que je suis très à l'aise. Attention où tu marches, trop tard. Madame Esquayo. Lui, c'est Paul Slum. Sur sa ferme, il élève 200 vaches. Et si on lui dit qu'elles sont polluantes, ben lui, il pense plutôt le contraire. Pour moi, les vaches sont une des choses pour combattre le changement climatique. C'est rare qu'on entend ça, des vaches pour lutter contre les changements climatiques. Ça, c'est la terre de Paul sur laquelle vivent ces vaches toute l'année. Elles restent dehors tout le temps. Elles se nourrissent exclusivement d'herbe. Mais au lieu de les laisser brouter où elles veulent, Paul utilise une technique appelée le pâturage adaptatif à enclos multiples. En gros, sa terre est divisée en 40 parcelles. Plusieurs fois par jour, il déplace son troupeau. Il lui fait faire une migration. La technique s'inspire des migrations effectuées par les bisons. Les vaches et l'herbe travaillent ensemble pour prendre le carbone dans l'air et mettre ça dans le sol. C'est pas vraiment les vaches qui font ça, c'est les plantes. Donc, sur le sol, on a les feuilles de plantes qui poussent et dans le sol, on a les racines. Dans leur rotation, les vaches mangent en partie des plantes, mais pas trop. Elles doivent rester en vie. Voilà pourquoi il faut que la rotation soit bien faite. Après avoir été broutées, les végétaux utilisent l'énergie de leurs racines pour stimuler la croissance de nouvelles feuilles.
Grâce à la photosynthèse, ces feuilles captent le gaz carbonique et le transforment en glucose tout en renvoyant de l'oxygène dans l'air. Une portion du glucose va ensuite servir à développer le système racinaire. Une partie des racines va mourir et devenir du carbone séquestré dans le sol. C'est une des formes de carbone plus stables dans le monde. C'est les anciennes racines qui restent juste dans le sol. Avec ce cycle d'herbes et les racines, on peut mettre plus de carbone dans le sol que le vache peut produire avec le méthane dans le rumen. On va s'entendre, le discours de Paul, c'est loin d'être la norme. Plusieurs études ont démontré que les vaches au pâturage peuvent être plus polluantes que celles qui grandissent dans les parcs d'engraissement. Parce qu'elles se nourrissent d'herbes, un aliment qui est moins calorique que le grain, les vaches au pâturage ont besoin de plus de temps pour atteindre un poids commercial. Elles vont donc émettre du méthane plus longtemps. Mais le secret, ce serait les rotations qui permettent à l'herbe de jouer son rôle. C'est la gestion de pâturage qui est importante. On ne peut pas juste laisser les animaux dans un champ d'herbe et retourner dans 3 mois et avoir une expectation de mettre du carbone dans le sol. OK, vous m'entendez encore? OK, cool, merci. Ben, j'espère que ça vous... Puis peut-être que c'est toutes des choses que vous connaissiez déjà, mais j'espère que ça vous donne une idée de l'immense potentiel qu'on a avec l'agriculture, que ce soit au Canada, au Nouveau-Brunswick ou dans le monde. Comme je disais, pour prendre une des productions qu'on a déjà considérées comme les plus polluantes, puis de vraiment penser qu'on peut séquestrer plus de carbone qu'on en produit, ça peut devenir une ressource incroyable. Puis ça peut se faire au niveau de la production de légumes ou d'autres animaux d'élevage aussi. Le problème qu'on a, les problèmes, je pense, face à ces opportunités immenses, c'est qu'il y a très peu de fermes. Encore moins au Nouveau-Brunswick, mais partout au Canada, on ne peut pas s'attendre qu'on soit capable de faire des changements assez considérables quand on a une poignée de fermes sur nos territoires. Puis là, le deuxième problème, évidemment, c'est que ces fermes, les quelques fermes qui survivent ou qui continuent ou qui s'ajoutent ont très peu de ressources et de capacités pour faire ces changements. Fait que ça, c'est comme 2 immenses problèmes qu'on va discuter puis que j'aimerais d'entendre vos idées dessus. Au niveau de plus de fermes, ben, c'est clair que c'est pas juste des changements individuels qui sont requis. On a besoin de plus de soutien à la relève. Fait au Québec, juste pour donner un exemple, quelqu'un qui commence une ferme qui a étudié en agriculture, parce qu'en premier lieu, au Nouveau-Brunswick, on ne peut même pas étudier en agriculture. Fait que si on a un jeune ou une jeune de 18 ans qui veut faire de l'agriculture sa carrière, ils doivent quitter la province. Tandis qu'au Québec, en plus d'avoir plusieurs options de formation que quelqu'un peut suivre, si ils ensuite finissent leur formation puis ils commencent leur ferme, ils ont droit à une subvention de 50 000 $ pour commencer leur ferme. Puis même s'ils n'ont pas fait de formation en agriculture, ils ont quand même droit à une subvention de 25 000 $. Fait que je connais plusieurs fermes qui se sont commencées comme nous en coopérative, avec 5 personnes qui ont fait une formation, qui ont 250 000 $ pour partir leur ferme, sans compter, puis en fait, c'est la ferme avec laquelle je parlais qui me disait ça, il n'y avait même pas ou peu touché à ces subventions-là parce qu'il y avait plein de subventions juste de leur MRC, c'est comme leur région, qui reconnaît l'importance d'avoir des fermes sur leur territoire, que ce soit au niveau social, communautaire, que ce soit au niveau des changements climatiques, puis de l'impact que ça peut avoir sur le long terme. Fait, déjà, on part
on a un gros handicap où on part vraiment en arrière quand on pense au Nouveau-Brunswick puis accueillir des nouveaux fermiers et fermières. En plus du fait qu'une fois que tu as commencé ta ferme, si tu réussis ou que tu survis encore en agriculture, on n'a pas de politique d'achat institutionnelle. Je veux dire, j'entendais quelqu'un parler plutôt dans un des breakouts de comme l'utilisation des bibliothèques pour ils préparaient des repas, peut-être qu'on aura la chance d'en rediscuter parce que l'idée me semble vraiment géniale. Ils prenaient de la nourriture qui était comme pas, qui était rescapée, non? Comme qui était plus tellement bonne à consommation ou qui allait pas durer longtemps, puis ils la transforment, puis il la congèle pour utilisation future, puis c'est disponible dans des bibliothèques puis dans des écoles. Ben, quelle bonne utilisation de nos institutions publiques pour faire des liens, encore une fois, que la nourriture nous permet de faire, que ce soit au niveau éducation ou juste communauté, puis des relations, puis sortir des gens de l'isolement, puis continuer à discuter puis à partager autour de l'alimentation. Ça, clairement, c'est des activités ou des actions prises par soit des bénévoles ou des groupes à but non lucratif, mais ces institutions-là, il y en a plein qui nourrissent des gens avec des fonds publics. Les hôpitaux, les foyers de soins, les écoles, puis qui utilisent peu ou pas du tout ce qui est produit ou ce qui pourrait être produit au Nouveau-Brunswick. Fait que là aussi, c'est comme une grosse opportunité, mais clairement aussi une grosse frustration parce que ça fait des années puis des années qu'on a des plans du gouvernement d'achat local, puis ben c'est ça, là, j'oublie même comment est-ce que ça s'appelle, là, la stratégie pour les aliments locaux, mais qui inclut pas l'évident, il me semble, de comme qu'est-ce qu'on fait avec tous ces dollars ici qu'on utilise pour acheter de la nourriture qui vient même pas du Nouveau-Brunswick pour nourrir des Néo-Brunswickois. Puis, fait que ça, c'est tout au niveau institutionnel, mais il faut aussi clairement améliorer l'accès aux aliments locaux. Quand on a des gens qui achètent de notre ferme, on sait qu'ils ont fait des efforts, des fois comme above and beyond, pour nous trouver ou pour se déplacer ou pour acheter en grosse quantité parce qu'ils ont un congélateur où ils se partagent un espace de congélateur avec d'autres mondes parce que c'est pas évident, c'est pas aussi simple que de prendre ton auto puis d'aller au supermarché qui est ouvert tout le temps. Il faut que tu aies pensé ou que tu aies eu les moyens de t'inscrire au printemps pour avoir ton panier de légumes à chaque semaine ou il faut que tu te déplaces au marché qui est juste une fois par semaine. Fait que c'est comme vraiment pas évident, encore, puis sans parler de l'aspect financier, l'accessibilité à ce qui est produit ici. Fait que, ça, c'est tout le côté d'avoir cette ressource qui est comme presque disponible pour nous au niveau d'atténuation des changements climatiques, mais de ne pas être capable de l'utiliser parce qu'elle n'est pas assez soutenue, puis parce que c'est pas réaliste de penser qu'on va avoir plein de jeunes ou moins jeunes personnes qui vont se lancer en agriculture pour faire, même s'ils considèrent ça très important et primordial, puis de faire partie de la solution face à la crise climatique, mais on ne peut pas avoir des gens qui se lancent quand il n'y a clairement pas d'avenue sur... OK, je viens juste de voir que dans le chat, là, que Donna parlait de ramener ce programme à la maison. Je suis un petit peu en retard, sorry. On ne peut pas penser que des gens vont se lancer en agriculture, même qu'ils considèrent toute la crise climatique comme la chose la plus importante à faire face pour notre génération, quand il n'y a pas de ressources pour commencer, puis il n'y a pas de ressources pour te soutenir une fois que tu commences non plus. Juste peut-être parler d'une autre chose avant qu'on prenne une pause, parce que je pense que mon écran est encore partagé.
Puis ma ferme fait partie de l'Union nationale des fermiers au Nouveau-Brunswick, puis qui fait partie de l'Union nationale des fermiers au Canada, qui est un organisme qui, par son nom, rappelle que c'est des fermiers et des fermières qui se mettent ensemble pour, en étant convaincus que l'union fait la force, qu'on est capable de demander des changements quand on est ensemble, puis quand on ne se voit pas comme compétiteur, mais comme collaborateur, que ce soit dans le simple fait de nourrir nos communautés ou de l'atténuation des changements climatiques. Puis, ils ont sorti un rapport qui est vraiment intéressant il y a une couple d'années. Ça s'appelle « Lutter contre la crise agricole et la crise climatique ». Comme je disais, on est plusieurs à penser, dont probablement beaucoup d'entre vous, que la crise climatique est vraiment ce qui va définir notre génération. Notre réaction face à la crise climatique va déterminer le futur pour les humains au Nouveau-Brunswick, puis au Canada, puis dans le monde pour les générations à venir. Puis ce que l'Union nationale des fermiers a fait, c'est qu'ils ont proposé la même chose, l'importance de répondre à la crise climatique, mais aussi de reconnaître la crise agricole qui existe depuis des décennies au Canada, puis de reconnaître que les sources étaient similaires, mais surtout que les solutions pouvaient être similaires. Fait que quand on parle de la crise agricole au Canada, la dette des fermiers et des fermières au Canada est de plus de 106 milliards, puis ça a doublé depuis 2020. Fait qu'il reste à peu près 5% du revenu agricole pour les fermiers et les fermières au Canada. Le reste s'en va vers les compagnies de semences, des multinationales, de fertilisants, des vendeurs de pesticides, de machinerie, de quoi que ce soit qui encercle le monde agricole, mais qui profite du travail puis du revenu qui ne reste pas dans les fermes. Fait que ce qu'ils proposent pour faire face à ces deux crises qui sont très liées, c'est que si on peut se détacher de toutes les multinationales genre parasitaires qui profitent de l'agriculture au Canada, en ayant plus de production biologique qui est peut-être comme le bœuf, le fermier de bœuf proposait, carboneutre, qui répondent à la nécessité d'atténuer les changements climatiques, que ça peut aussi nous donner plus en tant que fermiers et fermières d'indépendance et une plus grande retenue d'un plus grand pourcentage des revenus agricoles. Fait que je voulais juste, on n'a pas besoin d'aller trop en détail, mais je voulais juste vous offrir comme cette ressource-là parce que c'est un assez long rapport, mais il est comme divisé aussi comme à travers ces fiches d'information que vous voyez ici, qu'on a en anglais puis en français, le résumé, mais là aussi plus en détail sur comme qu'est-ce qui sont les différentes émissions en agriculture, puis qu'est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut réduire. Il y en a qui sont un peu différentes en anglais puis en français, là. Celle-ci, je pense, ouais, c'est en anglais, mais qu'est-ce qu'on peut considérer comme réduction des émissions, que ce soit moins d'utilisation de fertilisants ou en azote, ou réduction des émissions sur la ferme, dans les bâtiments, une implantation de plus d'arbres. Ça, c'est comme des choses qu'on pourra peut-être continuer de discuter
après la pause, ou je peux peut-être, on pourrait parler tout de suite un peu de... en fait, je vais vous demander, parce que je voulais vous demander, puis après ça, on discutera de ça un peu, puis après ça, on prendra une petite pause. Qu'est-ce que vous connaissez ou à qu'est-ce que vous pensez quand on dit comme réduction des émissions à la ferme? Qu'est-ce qui peuvent être des stratégies qui pourraient être utilisées de façon comme individuelle sur une ferme? Puis, je vous donne des indices parce que il y en a décrit droit là. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a une ressource qui mesure les pratiques des fermes au Nouveau-Brunswick. Je ne sais pas, puis peut-être que quelqu'un de Food for All pourrait répondre à ça, mais je ne sais pas pour une ressource comme telle, mais je sais qu'il y a comme des plans de ferme environnementales que les fermes peuvent appliquer pour faire avec comme des consultants qui peuvent venir faire un peu comme une évaluation de qu'est-ce que tu fais sur ta ferme, puis qu'est-ce que tes objectifs, qu'est-ce que tu pourrais vouloir faire. Fait que ça, c'est une ressource. Il y a du monde qui parle de comme low-till ou no-till. Puis le compostage, la rotation des cultures, fait que de pas d'avoir d'année après année après année comme des monocultures de même culture à un endroit, mais de faire des changements, réduire l'utilisation de fertilisants, puis se servir d'outils de précision, j'imagine peut-être pour comme limiter le travail du sol. Puis, en tout cas, ouais, vous avez pas mal de bonnes idées. Je ne sais pas si tout le monde voit qu'est-ce qui se propose dans le chat, là. Conserver les terres humides, puis planter des arbres dans les espaces qui ne sont pas utilisés pour la culture, que ce soit la production maraîchère. Peut penser à l'agroforesterie. Puis pas la culture, mais garder des abeilles, quelqu'un dit aussi. Puis n'hésitez pas si vous voulez aussi allumer votre micro puis proposer quelque chose, mais merci pour toutes ces idées. Puis on pourra aussi retourner dans la discussion pour les revoir avant la fin aussi. Si c'est bien avec Maïna puis tout le monde, peut-être qu'on arrêterait maintenant parce qu'on a un peu parlé puis si vous en pensez d'autres, on pourra revenir après la pause avec d'autres idées de comme choses qu'on peut faire sur nos fermes de façon plus individuelle. Puis là, l'objectif serait de parler ensuite, après la pause, sur qu'est-ce qui serait des ressources, que ce soit des ressources gouvernementales ou des idéologies ou des différentes façons de penser à nos sociétés qui pourraient donner plus d'outils puis de capacités aux fermes existantes puis à des nouvelles fermes pour mettre en œuvre ces techniques-là. Est-ce que ça, c'est correct avec l'équipe si on s'arrête pour 10 minutes maintenant? Oui, c'est super. Merci Rebecca, merci à tout le monde. On va prendre une pause de 10 minutes, puis on revient pour la deuxième partie après. On peut peut-être, s'il y en a qui ont eu d'autres idées, sentez-vous libre de l'écrire dans le chat ou de lever la main, puis de mettre votre son, puis juste parler parce que je ne verrai pas nécessairement votre main, là. Mais ça me faisait penser que je n'ai pas donné de définition, on n'a pas parlé d'agroécologie comme telle. Tout ce qu'on a nommé, je pense que c'est des pratiques agroécologiques.
Mais l'agroécologie n'a pas de checklist, dans le sens qu'on n'aura pas atteint l'agroécologie, où on n'aura pas nécessairement une ferme. Une ferme peut se dire ou on peut la considérer agroécologique, mais je ne pense pas que c'est nécessairement parce qu'elle a fait X, Y, Z ou pas fait telle autre chose. Au niveau technique, c'est sûr qu'il y a des techniques qui sont agroécologiques, mais l'agroécologie, c'est aussi juste d'avoir un modèle d'action, une série d'actions qui prennent en compte la dimension de la santé des sols, puis qui sont basées sur la compréhension de l'alimentation, puis de l'environnement comme un droit humain maintenant et pour les générations à venir. Fait que je pense que c'est ça qu'on peut réfléchir quand on se demande si quelque chose est, fait partie d'un modèle d'agroécologie ou pas. C'est pas est-ce que ça fait, ça checké tous ces points, mais est-ce que ça prend en compte l'alimentation, la santé des humains, la santé des sols, la santé des communautés pour maintenant et pour les prochaines générations. Ce qui est problématique, comme que j'ai déjà fait allusion plus tôt dans la présentation, c'est de penser que des fermes individuelles qui sont prises à la gorge ont la capacité ou la possibilité de prendre ces actions, cette série d'actions. Sorry, j'ai mon dîner ici qui arrive par mon collègue. Merci. Que ces séries d'actions-là, puis il y en a plusieurs que des fermes individuelles entreprennent, mais peuvent être mises en action quand on a une crise du revenu, comme qu'on a parlé plus tôt, puis que ça requiert des actions qui ne vont pas nécessairement augmenter les revenus de la ferme ou qui requièrent des gros investissements. Fait que c'est là que des groupes comme l'Union nationale des fermiers ou encore même, si je vais repartager mon écran en fait, un autre groupe qui s'est mis sur pied dans les dernières années, qui inclut plein d'organismes comme l'Union nationale des fermiers, c'est Fermiers pour la transition climatique, qui tente de pousser ce message que les fermes ont la volonté, ont le désir de créer des changements, de prendre des actions qui vont atténuer les changements climatiques, mais ont besoin plus de ressources pour le faire. Fait que ils proposent, par exemple, ici, ils disent voir le travail parce que c'est un travail en anglais, comme on dit, advocacy, de tenter de convaincre les décideurs que, par exemple, le cadre stratégique pour l'agriculture, ça, c'est la façon que l'argent est distribué du gouvernement fédéral vers les provinces pour soutenir les fermes de chaque province, que cet argent-là serait beaucoup plus lié à des actions pour atténuer les changements climatiques. Ou que, par exemple, un budget, ici on parle du budget pour 2021, mais aurait beaucoup plus d'emphase sur la réduction des émissions agricoles pour tenter de nous aider à atteindre les objectifs qu'on s'est donnés en tant que pays. Fait ça, c'est juste un exemple de comme fermiers et organismes agricoles qui se mettent ensemble pour dire on a la volonté, le désir de créer du changement, mais on a besoin de ressources pour le faire, pour prendre action de façon plus prononcée ou considérable ou importante sur nos fermes. Ce qu'il ne faut pas oublier de parler quand on parle d'agroécologie, par contre, c'est que ce n'est pas juste cette série d'actions, ce n'est pas juste des techniques qu'on peut ou on ne peut pas mettre en place, mais c'est un mouvement politique. Fait j'allais vous partager juste ici, au Mali, il y avait eu un gros forum sur la souveraineté alimentaire, puis ça, c'est un terme qu'on reviendra dans une seconde. Mais l'agroécologie a été définie à ce moment-là comme un peu comme le how-to. La souveraineté alimentaire est l'objectif,
puis l'agroécologie devient un peu le guide d'action ou le roadmap ou le comment on s'y rend en tant que mouvement. Fait ils disent ici, c'était juste surtout cette phrase-là qui me marquait, l'agroécologie est politique. Elle nous demande de remettre en cause et de transformer les structures de pouvoir de nos sociétés. Nous devons placer le contrôle des semences, de la biodiversité, des terres et territoires, de l'eau, des savoirs, de la culture, des biens communs et des espaces communautaires entre les mains de celles et ceux qui nourrissent le monde. Fait, il y a un peu des liens qui se font partout, mais tantôt quand on parlait de la crise agricole au Canada, c'est justement parce que tout ce contrôle-là des semences, de la terre, des savoirs, il n'est pas du tout dans les mains des fermiers et des fermières, il est dans les mains de multinationales. Fait on n'aura pas de système agroécologique si on n'a pas un contrôle sur les modes de production. Puis c'est là qu'est le lien aussi avec la souveraineté alimentaire, puis je pense que c'est peut-être un concept que vous connaissez parce que c'est très lié à la sécurité alimentaire qui reste l'objectif très louable et important de nourrir les gens de façon culturellement appropriée et saine pour assurer un mode de vie actif et tout le reste. Mais la souveraineté alimentaire, ça fait aussi le point que c'est aussi tout aussi important pour le long terme d'assurer le contrôle sur les méthodes de production. Fait que ceci, ça vient aussi des mêmes forums sur la souveraineté alimentaire au Mali de la Via Campesina, qui est un mouvement international de paysans et paysannes qui dit que ça promouvoit un modèle de production durable qui bénéficie les communautés et leur environnement. Fait que c'était un petit peu ça, I guess, les points que je voulais faire. Il y en a peut-être d'autres où on peut... Je vais arrêter de partager. I guess, tandis que je partage l'écran, puis je vais revenir tantôt à souveraineté alimentaire puis agroécologie, juste partager 2 ressources qui peut-être vous intéresseraient pour regarder plus profondément. Fait que c'est encore de l'Union nationale des fermiers, puis c'est un petit livret qui s'appelle l'agroécologie au Canada, la souveraineté alimentaire en action. Fait que les deux sont intimement liés dans le sens que la souveraineté alimentaire reste l'objectif, puis l'agroécologie nous permet de nous rendre vers là, tout en étant actifs au niveau de la crise climatique qui nous fait rage en ce moment. Fait que ce petit livret peut être lu en version web, puis inclus comme les piliers de l'agroécologie, mais on peut aussi, comme l'Union nationale des fermiers, on a des versions papier si jamais ça peut vous intéresser de distribuer. Puis là, l'autre chose, c'est un podcast qui a 9 épisodes, c'est en anglais, ça s'appelle Who Will Feed Us? Puis ici, je pense qu'il donne une idée des 9 épisodes. C'est fait par des fermiers et fermières, puis il invite souvent d'autres fermiers ou fermières ou des gens qui se spécialisent sur les questions du jour. Fait que la corporatisation, comme le contrôle des multinationales en agriculture, l'accès à la terre, le véritable coût de la nourriture, toute la question de la justice migrante et la solidarité. Un épisode aussi sur les semences. Je sais que ça avait été mentionné comme une pratique agroécologique et aussi autant un problème au niveau du contrôle des semences à l'extérieur des fermes. Puis un épisode juste sur l'agroécologie. Je vais arrêter le partage de l'écran pour qu'on puisse peut-être plus... mais merci de partager déjà toutes ces ressources-là sur le chat.
Puis, quelqu'un nous dit aussi que ça va... OK. Est-ce que ça va être noté dans une ressource quelque part? Je pense que Maïna fait signe que oui. Ouais, ça va être dans le courriel que je vais vous envoyer à la fin de cette semaine. Puis si jamais, je pourrais dire ça plus à la fin, mais sentez-vous libre de me retrouver aussi à Ferme Terre Partagée ou même d'écrire directement à différents organismes comme l'Union nationale des fermiers s'il y a quelque chose qu'on peut aider avec. Je ne sais pas si on a élaboré sur comme les différentes les idées ou les concepts assez, mais puis on pourra continuer, mais ce que je voulais faire sûr d'avoir assez de temps pour discuter peut-être comment est-ce que c'est pertinent en tant que mentor communautaire en alimentation. De comment est-ce qu'on, si on n'est pas fermier ou même des fois si on l'est, au jour le jour, comment est-ce qu'on met en pratique une idée qui est grande comme l'agroécologie, puis qui demande vraiment la destruction du système capitaliste, ou la souveraineté alimentaire qui requiert, on ne pourra jamais vraiment, pas dans le modèle économique qu'on vit du moins, on ne pourra jamais atteindre une souveraineté alimentaire. C'est très différent aussi de l'autosuffisance, comme une personne ne peut pas assurer sa souveraineté alimentaire. C'est vraiment, ça requiert la mobilisation puis la participation des communautés en entier. Mais je m'avais fait une couple de notes, mais j'aimerais d'entendre aussi parler de vous, soit dans le chat ou vraiment comme mettez votre micro, là. Parce que ça, je pensais comme c'est ça, en tant que quelqu'un qui, puis je sais qu'il y a une diversité d'expériences puis de choses qui vous motivent, mais quelqu'un qui peut-être anime des cuisines collectives ou qui gère une banque alimentaire ou un jardin communautaire ou qui veut faire plus de ça, comment est-ce que c'est pertinent? So, juste pour commencer la discussion, une des choses que je me disais, c'est que de plus reconnaître les contributions des fermes, puis ça c'est comme évidemment super difficile à faire quand on fonctionne avec des programmes qui sont sous-financés, mais clairement, les fermes sont aussi sous-financées et pris à la gorge et disparaissent à vue d'œil de façon alarmante. Puis je ne sais pas si vous le voyez autant que nous, mais chaque année au printemps, le sujet de discussion, c'est quelle ferme qui a arrêté de produire, puis qui ne sera plus au marché ou qui ne sera plus ici ou ils ont pris une pause, puis on sait qu'une pause, ça veut dire que probablement ils ne reviendront pas. Fait de s'éloigner du modèle charitable, puis ça, je pense que ça, c'est juste en général, puis c'est ça qui est un des grands objectifs de mentors communautaires en alimentation, mais où ce qu'on demande à des fermes de contribuer en produits et en temps. Fait que ça, c'est juste une idée que quand on a la capacité, quand on gère un programme où ce qu'on demande pour des fonds, de s'assurer qu'on demande pour des fonds pour couvrir le coût des aliments aussi. Fait que je vous lance cette idée-là, puis là, je vois qu'il y en a déjà quelques-unes dans le chat. Fait que, quelqu'un parle du revenu minimum garanti. Ça, c'est comme absolument pourrait aider. Je sais que on peut débattre peut-être des détails de comment est-ce que le modèle serait mis en place, mais juste au niveau de comme donner le temps et la capacité sans avoir la pression d'être obligé d'assurer un revenu grand assez pour les choses minimum, évidemment, comme le nom le dit, de la vie, s'assurer que tes enfants puissent manger puis être vêtus puis que tu puisses te déplacer. Ou, j'ai l'impression qu'on verrait un plus grand nombre de fermes commencer si on pouvait juste un peu comme il y a un programme qui existe qui s'appelle Aide aux travailleurs indépendants.
Puis c'est quand même assez intéressant, ça te donne la possibilité d'un salaire pendant 1 an pendant que tu commences ton entreprise. Je connais plein de monde qui l'ont utilisé soit en tant que fermier ou des petites entreprises dans la communauté, mais c'est clairement comme tu ne vas pas dans 1 an avoir assuré ton revenu en tant que fermier ou fermière. Fait quelque chose qui serait plus sur le long terme puis qui reconnaît la valeur du travail que tu mets, je pense que ça pourrait être vraiment pertinent. Il y a quelqu'un qui dit comme, est-ce que le revenu minimum garanti pourrait avoir le même impact sur les coûts comme le lait a eu sur les consommateurs? Le lait dans les maritimes est beaucoup plus cher qu'ailleurs dans le pays. Ça me surprend que le lait est plus cher dans les maritimes qu'ailleurs dans le pays. Je sais qu'il est évidemment plus cher qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays, mais le système de gestion de l'offre, c'est un programme fédéral qui est basé sur l'idée que les producteurs devraient avoir le coût de production garanti. Puis qu'on fait ça en ayant une compréhension puis des études de combien et qu'est-ce qui est consommé pour un peu comme dans chaque province pour égaliser la production avec la consommation. Fait que de dire qu'un revenu minimal garanti va augmenter le coût des aliments, je ne verrais pas nécessairement pourquoi. Là, Donna dit qu'en Ontario, ça coûte 5,79 pour un 4 litres. Je suis pas mal sûre que c'est c'est similaire ou plus cher mais c'est assez similaire, je pense, comparé à ici. Fait que peut-être si Alexis, pas pour te mettre on the spot, mais si tu voulais expliquer comment est-ce que tu verrais que peut-être le revenu minimal garanti aurait un impact sur le coût des aliments, mais je pense on est loin de voir même les aliments en ce moment être payés à leur juste valeur, ou du moins les fermiers et fermières être payés à leur juste valeur, parce qu'il y a trop d'argent qui, comme je le disais, le 5% du revenu agricole qui reste aux fermes. Il y en a trop qui est parti ailleurs, que ce soit aux distributeurs. Je veux dire, vous avez sûrement entendu que toutes les multinationales en épicerie ont fait des profits par-dessus la couverture durant le temps de la COVID, quand tout le reste des gens étaient demandés de se serrer la ceinture puis de prendre des coups, puis que l'inflation est en partie pour nourrir les gourmands des multinationales. Fait c'est sûr que si on peut, le plus directement que l'argent peut se rendre aux fermes, le plus qu'on peut penser qu'on paye une juste valeur pour la production. Quelqu'un demande comment sont les relations avec le département de l'agriculture, puis est-ce que le gouvernement est réceptif à ses objectifs d'agroécologie ou de politique favorisant les petites fermes? Courte réponse, absolument pas. Au Nouveau-Brunswick, il y a une incompréhension ou juste désir comme complètement différentes idéologies, où ce que l'agriculture est vue comme un générateur de PIB, d'exportation, puis où ce qu'on mise sur les 5 ou 6 productions, où ce qu'on est déjà comme 2000 fois autosuffisant, comme les bleuets, puis les patates, puis les canneberges, puis le sirop d'érable. Puis même que c'est ce qu'on a été dit parfois directement en rencontre avec ministres et sous-ministres. Vous reviendrez nous voir quand est-ce que vous pouvez vendre des millions de livres de bleuets
en Chine parce que c'est ça la priorité en ce moment. Le ministère de l'Agriculture n'a pas du tout de vocation ou de facettes qui inclut l'alimentation des Néo-Brunswickois. C'est pas ministère de l'alimentation, c'est comme pour si on peut exporter puis si on peut générer des revenus, c'est intéressant, mais pas autrement. Correct pour écrire des stratégies d'aliments locaux qui ont l'air prometteuses, mais qui font de plus en plus rien avec les années. Fait que, ça c'était, en tout cas, ça c'était une des choses que j'avais marqué là. Fait que merci de le soulever aussi là. C'est en tant que mentor communautaire en alimentation, je pense qu'on a une certaine responsabilité, ou du moins vous la donnez en étant ici, puis en imaginant comment est-ce que vous allez participer dans vos communautés en tant que mentor, de prendre action, mais on a aussi, je pense, en tant que citoyen et encore plus en tant que citoyen informé et engagé sur l'alimentation puis les systèmes alimentaires du Nouveau-Brunswick, un devoir de militer puis de demander pour des changements en reconnaissant que ce soit au niveau de la crise agricole ou que ce soit au niveau de la crise climatique, nos actions individuelles servent juste de moteur pour nous garder aller, pour nous garder engagés puis participants pour qu'on puisse changer notre idéologie collective puis nos actions gouvernementales qui changent la façon qu'on voit l'alimentation. Fait que ce soit de parler à nos députés ou encore peut-être plus d'ouverture à nos représentants au niveau municipal, parce que maintenant, il va y avoir comme, vous savez probablement pour ceux qui sont au Nouveau-Brunswick, avec toute la refonte des municipalités, j'ose croire qu'il va y avoir une certaine ouverture quand on considère tout le... premièrement, les communautés vont être souvent plus grandes, vont probablement inclure plus de territoires agricoles. On réalise de plus en plus aussi la vulnérabilité de nos systèmes alimentaires puis de nos systèmes agricoles. Fait que je crois qu'il y a un plus grand désir d'avoir un contrôle là-dessus au niveau plus local. Fait que je pense que c'est un moment opportun d'aller rencontrer les nouveaux conseillers municipaux, le conseil, puis de parler de justement comment est-ce qu'on peut, en prenant action où est-ce qu'on a la capacité, parce que clairement, les municipalités n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils ont quand même des décisions à prendre en ce qui a trait à zoner ou à attirer une relève en agriculture ou à offrir, rendre plus accessible des produits locaux dans la communauté. Fait, peut-être que c'est juste optimiste, mais c'est aussi peut-être un bon moment en tant que mentor, en tant que citoyen engagé de se préparer une rencontre avec un nouveau conseil qui a plus d'écoute, peut-être, qu'à un autre moment. C'est dur de comme lire puis converser avec toutes les différentes idées là, fait que dans le chat là, fait que je suis sûre que j'en ai là, je sais que Jeanne d'Arc disait comme si le fermier veut assurer un revenu annuel décent, il doit vendre plus cher qu'à l'épicerie, donc l'achat de légumes locaux est destiné aux plus riches. Pas nécessairement. Nous, ce qu'on trouve en ce moment, c'est qu'on est souvent beaucoup
beaucoup moins cher ou égal à l'épicerie, mais l'argent nous reste. Je veux dire, c'est clair qu'on a plein de dépenses, puis c'est pareil pour toutes les fermes. C'est pas, on garde pas 100% du revenu, clairement, mais on n'a pas non plus on n'est pas en dette par-dessus la tête qu'on doit pour comme les grosses machines qu'on a dû investir dedans pour faire les centaines d'acres de whatever qu'on vend à l'épicerie ou aux compagnies de pesticides ou aux compagnies de fertilisants. Fait que je pense que souvent, ça peut être que le prix pour les consommateurs sera égal ou moindre. Puis surtout, si on parle de produits bruts que les gens peuvent transformer chez eux, clairement, ils vont payer moins que produits transformés à l'épicerie. Mais je pense que c'est une idée qui était peut-être véridique et aussi pratique pour les épiceries puis les multinationales de penser qu'ils sont... Puis ça leur a collé que c'est moins cher, puis je pense pas que c'est le cas. Clairement, l'avantage des épiceries, c'est qu'ils ont des ventes, puis ils sont capables d'écouler du stock à des prix souvent ridicules, mais la grosse majorité du temps, c'est pareil ou même de plus en plus cher puis la distinction aussi du produit conventionnel quand ce que nous, on vend du produit bio qui est, même ou souvent maintenant moins cher. Avec en partie l'augmentation des prix des fertilisants, en partie à cause de la guerre en Ukraine, les produits conventionnels ont augmenté de beaucoup, beaucoup dans la dernière année. Puis les deux autres points que au niveau de mentor que je me disais, puis que je pourrais peut-être plus vous entendre là-dessus sur les façons concrètes de faire. C'est mettre de l'emphase sur la source des aliments comme autant important pour la santé de nos terres, de nos communautés, comme réponse à la crise climatique, autant que les nutriments le sont pour nos corps. Fait, puis, le dernier aspect, c'est de... Puis, je l'ai vu déjà sur votre board après vos autres sessions, c'est comment est-ce qu'on célèbre le caractère sacré des aliments, de l'alimentation, des aliments que je pense beaucoup d'entre vous reconnaissent déjà, puis comme savent à quel point c'est interlié, à quel point c'est rassembleur, à quel point c'est sacré. Mais comment est-ce qu'on partage ça avec, en tant que mentor, I guess. Ce seraient mes deux points, mais je me demandais si vous aviez des idées sur comme concrètement qu'est-ce que ça peut ressembler de faire ça. Puis, je voulais aussi juste mentionner à Myriam parce qu'elle disait, est-ce qu'il y a une façon d'utiliser du financement pour subsidiser le coût des produits locaux? Juste une idée comme ça, c'est qu'il y a un petit financement au niveau du ministère de l'Agriculture, je pense, qui s'appelle quelque chose comme... C'est pas Local Food Funds, mais comme quelque chose comme ça. Je pense que je pourrais trouver le lien tantôt. Puis,
ça te donne un montant comme additionnel pour comme la création d'un événement, par exemple. Si tu veux faire comme soit une cuisine collective ou un souper communautaire ou quelque chose comme ça, ils vont te donner un montant additionnel si tu peux aller chercher des produits locaux pour l'utiliser. Fait que ça, c'est peut-être juste une idée. Mais sinon, je pense que maintenant, moi, j'ai pas mal fait le tour. Mais juste être dans le breakout, ça m'a vraiment comme donné un mini aperçu. J'aimerais d'entendre un petit peu plus de qu'est-ce que tout le monde fait parce qu'il y a tellement... Puis je pense que c'est ça, quand on s'ouvre un petit peu à, comme tout le monde, évidemment, l'a fait ici, assez pour passer toutes vos heures de lunch de façon régulière ensemble à parler de l'alimentation. Là. Clairement, vous l'avez compris à quel point c'est comme... Je peux pas penser à rien d'autre qui nous rassemble autant. Puis de penser que, wow, c'est peut-être même aussi la source, la réponse à nos problèmes face au changement climatique. C'est comme, comment donnons-nous les outils qu'on a besoin pour réussir, puis soutenons les fermes qu'on a, mais surtout créons un environnement qui est propice à la création de d'autres fermes, puis à faire plus de connexions ensuite entre toutes nous autres qui sont ici, de la production à l'assiette. Puis, en tout cas, je pense qu'on peut juste faire mieux si on se donne la capacité de faire ça. Absolument. Je pense que c'est une bonne façon de clore cette partie-là de la session. Un énorme merci, Rebecca. Moi, je me sens comme émue, puis motivée, puis comme juste vraiment reconnaissant pour toutes tes belles paroles, toute ton expertise, toutes les ressources que tu as partagées avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup. Puis sache aussi que tu es la bienvenue à rejoindre le reste de nos sessions. À partir de session 5, 6, on va vraiment plonger plus au niveau action, levée de fonds, puis on aura la chance de revenir un peu sur comme des discussions de groupe pour prendre toutes les connaissances que tu as partagées avec nous, puis les intégrer dans nos projets futurs, dans les communautés, puis au niveau action alimentaire. Fait que, pour n'importe qui est proche de nous, ou même si on n'est pas proche, là, on se déplace assez comme Moncton, péninsule acadienne, région chaleur. Puis, premièrement, si on peut discuter, ça c'est évidemment avec n'importe qui. Puis ensuite, si on a la possibilité de collaborer avec des mentors communautaires en alimentation qui sont près de nous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez me trouver sur Facebook ou notre site web Ferme Terre Partagée. Puis, c'est sûr que j'aimerais me joindre dans le futur aussi. Puis si ça revient sur le sujet, n'hésitez pas de me contacter. Oh, c'est tellement motivant. Puis comme juste heartwarming, toute ta générosité aujourd'hui. Merci.